Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Voici les titres sommaires de ce journal. Drame dans la commune de Yopougon, un gendarme de l'état-major d'Abangouro a été tué hier. Poignardé et abattu à l'aide d'une arme à feu, il tentait de mettre fin à une bagarre entre des groupes de syndicats de transporteurs. Des précisions sur cette affaire dans ce journal. Le président du Sénat de Côte d'Ivoire recevait ce jour en audience l'ambassadeur de la République du Soudan. Une réunion autour des acquis de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les domaines économiques, politiques et sociaux. Des acquis dont veut s'inspirer le Soudan pour son développement. Et le Premier ministre Amadou Koulibaly est à Yokohama, au Japon. Il participera à la TICAD 7, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. La coopération multilatérale ivoiro-japonaise devrait, durant cette mission, être renforcée par des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons ce journal par cet événement malheureux dans la commune de Yopougon. Le maréchal des logis Anderson Tiekou a été ôté à l'affection des siens hier après-midi suite à une agression qui a mal tourné. Une enquête pour retrouver l'auteur du crime a été ouverte. Suivons ce reportage de Mamadou Kouassi. Depuis ce lundi 26 août, c'est un cargo de la police nationale qui occupe la gare Lavage de Yopougon. Une fermeture temporaire qui n'est pas sans conséquence pour les usagers. J'ai constaté que la gare est vide. On arrive là et puis il n'y a plus de voitures, on ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passe. Je venais là pour rallier le plateau, mais j'arrive, je me rends compte qu'il n'y a pas de véhicule en ce moment. J'ai un rendez-vous à une banque, mais bon, il n'y a pas de véhicule pour aller, je ne sais pas comment faire pour rallier. À l'origine de cette fermeture, l'assassinat d'un gendarme, riverain de cette gare interurbaine, la veille, le dimanche 25 août 2019. Le maréchal des logis, Anderson Tiekou, a été abattu par des individus se réclamant d'un syndicat en charge de la gestion de cette gare. Vu les discotes entre eux, ils ont commencé à rentrer dans le secteur qui est notre quartier à la Sikouji, en train de défiler avec des gourdins, des machettes et des os de l'homme. Donc le gendarme concerné, qui est aussi riverain comme nous, les a interpellés. Ne rentrez pas dans le quartier pour passer avec des machettes. Vous êtes bizarre, c'est pas bien. Ça va effrayer les parents, les enfants et autres. Si vous voulez faire votre palabre, allez-y entre vous au lavage là, faites votre palabre. Ils sont tombés sur lui. Derrière lui, ils ont commencé à le piquer. Ils ont piqué dans ses pieds pour l'affaiblir. Il y a quelqu'un qui a pris un caillou pour l'ensommer. C'est ainsi que son âme est tombée. Donc c'est son âme qu'il cherchait. Il va s'en rendre compte. Le gars est arrêté là-bas. C'est lui-même qui a tiré. C'est pas lui qui a pris l'âme. C'est un autre qui a pris l'âme et puis l'autre l'a arraché l'âme. Puis il a tiré sur lui à bout portant. Un tour dans la famille de la victime, c'est la consternation. Son épouse revient sur les derniers instants familiaux avant le drame. Il est venu vers les 16h, là, venir jouer un peu avec les enfants, taquiner sa fille, était un de ses collègues. Donc il avait laissé son portable qui était branché dans la chambre. Donc il a dit à sa fille de donner. Il a ses collègues dehors. Il vient, il va venir manger. Il dit d'accord. Puis ils sont sortis. Moi j'étais assise dans la cour là. Vers les 18h, il y a deux messieurs qui sont rentrés de la gare. Voilà la gare. Informé de la situation, le préfet d'Abidjan, en compagnie du maire de Yopougon, se sont rendus sur le lieu. Ils ont aussi fait un tour dans la famille du défunt gendarme. Une visite de compassion. Les mesures seront prises en accord avec le préfet d'Abidjan pour que nous puissions mettre fin à ces agissements qui ont lieu dans le milieu des transports au niveau des gares dans nos communes. Je dois dire que c'est une situation qui a suffisamment duré et elle a fait suffisamment de victimes. Ça ne sert à rien de faire des actions de représailles parce que vous mettez contre la justice. Les forces de l'ordre font leur travail et il y a eu des arrestations immédiatement. Donc appelez au calme, demandez aux uns aux autres de suivre les procédures, de laisser l'administration, la justice, également les forces de l'ordre faire leur travail et vous aurez des résultats. Père de 3 enfants et en fonction de l'état-major de la compagnie d'Abengourou, Anderson Tiekou bénéficiait d'une permission pour les obsèques de sa grand-mère prévues à Bouaké. Et la réaction du ministère de la Défense ne s'est pas fait attendre. Un communiqué sur ce drame
a été publié. Je vous en fais la lecture le dimanche 25 août 2019 aux environs de 17h à Yopougon, Sikoji, quartier Lavage. Le maréchal des logis Tiekoukoua Anderson, en service à l'état-major de la compagnie d'Abangourou, a été tué suite à une agression. En effet, le gendarme habitant du dit quartier, voulant intervenir pour mettre fin à une bagarre entre deux groupes de syndicats de transporteurs, a été poignardé et ensuite abattu à l'aide d'une arme à feu. Des recherches sont en cours afin d'appréhender les auteurs et les conduire devant les juridictions compétentes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, condamne fermement ce crime odieux et il exprime sa compassion et présente ses condoléances à la famille biologique de ce gendarme et à l'ensemble de la gendarmerie nationale. À la suite du ministère, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalo Touré, était ce matin dans les escadrons et casernes de Yopougon, à Bobo et Agban. Il a appelé l'ensemble des gendarmes à demeurer des hommes de loi. Le rapport d'Abou Sanogo. C'est à l'escadron de gendarmerie de Yopougon que le général de brigade Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a débuté sa tournée de sensibilisation. Une tournée qui fait suite au meurtre d'un gendarme à Yopougon, quartier Lavage. Accompagné du commandant supérieur en seconde de la gendarmerie nationale, de l'inspecteur de la gendarmerie nationale, des grands commandements et des commandants d'unité, le général Alexandre Apalo Touré a exprimé la compassion et le soutien du président de la République, chef suprême des armées, du ministre d'État, ministre de la Défense, et a invité ces hommes au calme et a évité tout acte de nature à nuire à la cohésion. Il les a exhortés à rester des soldats de la loi. Après Yopougon, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a mis le cap sur le camp commando d'Abobo. Même message. Il les a assurés que les enquêtes sont en cours et que la loi sera appliquée. Les auteurs de ce meurtre seront selon lui tous appréhendés. La caserne de gendarmerie d'Agban a constitué la troisième étape de cette tournée. Les unités spécialisées, les unités mobiles et territoriales ont été à leur tour appelées à poursuivre leur mission de préservation de la sécurité des personnes et des biens. 3 individus, selon le commandant supérieur de la gendarmerie, ont été arrêtés. Dans le cadre de la sensibilisation, le commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, le colonel-major Kwasi Kona René Stanislas, était à l'escadron commando parachutiste de Koumassi. Et un autre drame a suscité cet autre communiqué du bureau du procureur de la République. Je vous propose d'écouter la lecture. Le samedi 10 août 2019, aux environs de 12h, Dame Brou Nguessan Faustine, secrétaire à l'église catholique Sainte-Cécile des Deux-Plateaux, était retrouvée inconsciente dans son bureau, baignant dans une mare de sang. Alertés, les éléments de police du commissariat du 12e arrondissement se transportaient immédiatement sur les lieux et ouvraient une enquête. Le lendemain dimanche, l'infortunée dame rendait l'âme sans avoir pu expliquer les circonstances de son agression. La police criminelle instruite à l'effet d'élucider le crime faisait établir par un témoin présent sur les lieux le jour des faits un portrait robot du présumé auteur et parvenait à obtenir d'autres informations cruciales. Exploitant les données ainsi recueillies, les éléments du CCDO procédait à l'interpellation du nommé Nyamke Chi Eman Anderson, retrouvé en possession du portable de la victime et formellement reconnu par le témoin oculaire. Soumis à un interrogatoire par les enquêteurs, il finissait par avouer avoir volontairement donné la mort à la victime à l'instigation de 2 personnes. Nyamkechi Eman Anderson et 3 autres personnes mises en cause ont été déférées ce jour au parquet et immédiatement placées sous mandat de dépôt par le juge d'instruction. Les faits d'une extrême gravité sont qualifiés de vol avec violence, association de malfaiteurs et d'assassinat et sont passibles de l'emprisonnement à vie. C'est fait à Abidjan le 26 août 2019 et c'est signé par le procureur de la République, Adou Richard Christophe. Une autre information, ce lundi, le président du Sénat de Côte d'Ivoire a reçu en audience l'ambassadeur de la République du Soudan, une rencontre en prélude de l'arrivée prochaine d'une délégation de la République du Soudan en Côte d'Ivoire, une visite dans le but de s'inspirer de l'expérience ivoirienne au plan économique, social et politique. Herman Guivet. Poignée de main fraternelle entre le président du Sénat ivoirien, Aoussou Kouadio Jano, et Ismaïl Far Garala, ambassadeur de la République du Soudan en Côte d'Ivoire. Environ 40 minutes d'échange
Une visite du diplomate de la République du Soudan qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Occasion pour son Excellence Ismail Fargarala, ambassadeur de la République du Soudan, de rendre compte des motifs de cette visite. Le Soudan aussi voudrait profiter de la grande expérience de la République sœur de Côte d'Ivoire dans le domaine de la paix, dans le domaine du progrès économique et développement. Dans ce cadre, aujourd'hui, j'ai reçu des conseils de son Excellence le président du Sénat ivoirien. Nous allons continuer à travailler avec la République sœur de Côte d'Ivoire. Une délégation soudanaise du nouveau gouvernement est prévue à visiter bientôt, on espère, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour profiter des conseils et de la grande vision économique et démocratique de son Excellence, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Nous avons échangé. Il m'a posé la question de savoir comment est-ce que la Côte d'Ivoire retrouve rapidement la paix et sa grandeur économique. Je lui ai répondu, nous avons un très grand président de la République qui a une belle expérience et qui a une passion pour son pays. Et au Soudan, ils ont un premier ministre qui vient d'être nommé, désigné. C'est quelqu'un qui a travaillé ici à la BAD, qui a une belle expérience aussi. À travers le développement économique d'un pays, on peut aller directement à la paix. On construit la nation ivoirienne. Et si nos frères du Soudan viennent ici pour s'inspirer, ça veut dire ce que nous faisons est bon. L'ambassadeur de la République du Soudan, son Excellence Ismail Fargarala, a réaffirmé de son côté l'engagement de son pays à tout mettre en œuvre pour améliorer le cadre de coopération qui existe entre le Soudan, son pays, et la Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, le Japon reçoit l'Afrique dès mercredi prochain dans le cadre de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette édition aura pour thème « Faire avancer le développement en Afrique par les personnes, les technologies et l'innovation ». Le Premier ministre Amadou Coulibaly est arrivé à Yokohama où se tiendra la conférence. Le commentaire d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire prend part à la TICAD 7, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. En tête de délégation, le chef du gouvernement Amadou Coulibaly, arrivé ce lundi sous le coup de 18h heure de Tokyo. Le Premier ministre travaillera cette semaine à consolider les relations entre les deux pays. Le Japon, il faut le noter, apporte une contribution importante au plan national de développement. La Côte d'Ivoire a renoué, on va dire, a redynamisé sa coopération avec le Japon. Et depuis 2012, on a relancé un certain nombre de projets importants et structurants. Les enjeux, c'est de voir comment aller plus loin dans notre coopération, comment tirer le meilleur parti. Et nous avons donc cette délégation que le Premier ministre conduit avec nous, partie ivoirienne, mais également avec une bonne participation du secteur privé. La TICAD 7 fait surtout un clin d'œil au secteur privé, l'engageant à accompagner le développement des États. Ce qui est intéressant d'abord chez nous, c'est d'abord cette grande marge de croissance qu'il y a. Nous sommes quand même un pays qui caracole autour de 8 à 7% de croissance annuelle. Et donc une croissance pareille porte forcément des opportunités d'investissement. Lors de cette TICAD, il y aura un mémorandum qui sera signé avec Toyota qui va nous permettre de pouvoir bénéficier dans 2, 3, 4 années d'une usine de fabrication de véhicules Toyota. Une coopération multilatérale qui visite aussi le secteur du sport. Avec mon homologue japonais, Suzuki, nous allons procéder à la signature d'un accord de coopération qui permettra d'avoir un cadre institutionnel pour la promotion et le développement du sport entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi obtenu l'accord du gouvernement japonais pour nous accompagner dans cette grande initiative de faire en sorte que le Japon soutienne la création de centres de promotion et de développement du judo sur l'ensemble du territoire ivoirien. Plus de 4500 participants prennent part à cet événement de Yokohama. Voilà, ce sont là de belles perspectives pour le développement de la Côte d'Ivoire. Revenons à l'actualité sur le sol ivoirien. C'est bientôt la fin des grandes vacances et ce qui nous le fait dire, c'est que les inscriptions pour les classes de la maternelle et du CP1 ont débuté ce 26 août partout en Côte d'Ivoire. Cette période d'inscription prendra fin le 6 septembre prochain. Le constat de cette première journée par Emma Djeke et Grace Kando. Pas d'affluence dans les établissements scolaires pour ce premier jour d'inscription à la maternelle et au CP1.
Les parents d'élèves traînent encore les pieds. Au groupe scolaire Cocody Château d'Eau, une cour presque vide. Nous n'avons pas encore reçu de parents. Mais je pense que les parents s'attellent en ce moment à recevoir, à inscrire les grands. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Même constat ici à l'EPP Riviera Golf, toujours dans la commune de Cocody. Moi, je suis venu prendre le lancement, je ne savais même pas que c'était aujourd'hui. Il faut dire que c'est le premier jour, on n'a pas encore d'affluence. Voilà. Jusqu'à là, on n'a eu que 1 ou 2 parents seulement. On espère que les jours suivants seront plus animés. Je dis à nos parents d'élèves qu'on est là, on les attend, ils viennent inscrire les enfants. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, hein. Ils sont l'avenir de ce pays-là, donc il faut tous les inscrire. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 6 septembre et la rentrée scolaire 2019-2020 prévue le 9 septembre prochain. Parlons toujours d'éducation. À Korogo, l'université est aussi appelée Peleforo Gonkoulibaly, est un établissement d'enseignement supérieur. Il a ouvert ses portes en 2012. L'établissement ne disposait que de salles de classe et voit naître à présent une cité dortoir de 1200 lits. Il est en pleine construction. Nous sommes tentés de savoir, 7 ans après, comment ont vécu les étudiants de Korogo avant la cité et comment le CROU, le Centre régional des œuvres universitaires, logeait les étudiants. Des questions qui trouvent leur réponse dans ce dossier de Jenna Toubé. Au quartier sinistré à Korogo vivent des étudiants inscrits à l'université Peleforo Gonkoulibaly. Des garçons au nombre de 4. Depuis leur arrivée dans la cité du Poro, ils ont acquis cette habitation qu'ils louent 70 000 francs le mois. Un appartement de 2 chambres et un salon avec douche extérieure. Dans une ville où l'université est née sans logement pour étudiants et où il est difficile de trouver des foyers pour étudiants. La cité sera une aubaine pour nous puisque ça va amoindrir les coûts. Là-bas, il y aura la sécurité, tout sera encadré. La cité, non seulement il n'y aura plus de problème de déplacement, et puis en plus, je pourrai vivre plus à l'aise que dans une maison qui est le plus chère. L'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo est une institution aujourd'hui crédible. Les conditions de vie des étudiants s'améliorent d'année en année. À l'honneur du CROU, le Centre régional des œuvres universitaires. Illustration, le restaurant universitaire dont les composantes sont équipées de matériel de dernière génération. C'est le seul campus qui a ce matériel. Nous servons environ 2000 plats au déjeuner. Le moins, ici, il n'y a pas de dîner puisque les résidences ne sont pas encore ouvertes. L'ancien temps, il fallait faire les ronds sous le soleil. Maintenant, c'est plus le cas. Le cadre est bien, la nourriture est bien faite. C'est très bien. Le menu est bien fait. On est nombreux, mais je pense même qu'on peut tenir les moyens, si possible, pour augmenter un peu la quantité. Sinon, le plat est bien fait. Entre le CROU et les étudiants, c'est un nouveau contrat de confiance duquel chaque partie tire beaucoup de fierté. Il y a près de 6 bâtiments qui sont là et le restaurant aussi. Donc, toutes ces capacités-là vont permettre aussi de prendre en compte la majorité des étudiants de l'université de Korogo. Je leur demande très souvent de laisser en fait de côté ces trous, ces grèves, d'éviter de venir au restaurant dans les cités parce qu'ils veulent, d'après eux, maîtriser le transport, le restaurant, les logements. J'ai dit non. Ce qu'ils peuvent faire, c'est étudier et étudier. Un autre signe des excellents rapports entre le CROU de Korogo et les étudiants de l'université Peleforo Gonkoulibaly, la visite guidée de la cité universitaire en voie de livraison. Objectif, prendre la mesure des efforts déployés par le directeur général du CROU de Korogo dans l'offre de bien-être aux étudiants. Ils ont vu et sont tombés d'émerveillement devant le travail minutieux effectué depuis plusieurs années par le CROU pour répondre à leurs besoins en logement. Sur les 6 bâtiments, au moins 4 à 5 sont déjà opérationnels. Quand on a fini les travaux, au moment où on devait livrer, on a dit non, on devait attendre d'abord de vérifier si effectivement les choses sont faites dans les règles de l'art. Tout ce qui est livré, en tout cas en notre sens, est fait et bien fait parce que nous avons pris le temps de vérifier. On est vraiment content que cette cité soit vraiment finie. On est pressé pour que ce soit habitable. Il y a un conseil qui a été mis en place ensemble avec le délégué général. On fait des propositions et ils portent nos voix, nos idées, nos propositions lors du conseil. Pour ce qui est vu et dans la perspective de la fin des travaux, il fera bon être logé en cité à l'université de Korogo.
Vu que dans cette ville prospère et débordante de vie, la question de l'accès au logement des étudiants est aussi difficile. Le CROU va opter pour une solution palliative. Solliciter des particuliers pour mettre à la disposition des étudiants des logements au nom de la structure dans plusieurs quartiers de la ville. Si l'initiative a donné satisfaction à ces premiers moments, aujourd'hui c'est la totale désillusion chez les étudiants, habitant ces logements où le cadre de vie est dépourvu de toute commodité. Les conditions de vie ici sont très compliquées. Si le bus ne vient pas, pour aller au campus, on peut dépenser peut-être 1000 francs pour l'aller et puis au retour, 1000 francs, 2000 francs pour la journée. C'est un peu compliqué. La dernière fois, le compteur a été enlevé. Les motifs, on ne sait pas. Comme tout cité, il y a le repas qu'on envoie. Nous, ça fait pratiquement 3 à 4 ans qu'on n'a plus de repas ici. On rêve d'aller en cité. Comme vous vivez tous déjà ensemble en cité, il y a d'abord au niveau de l'étude qui facilite la bosse. Et puis, il y a les infrastructures aussi. Le Centre régional des œuvres universitaires de Korogo annonce pour août 2019 l'achèvement complet des travaux de la cité universitaire. 1610 lits sont prévus. Si filles et garçons sont pressés d'intégrer la cité universitaire pour les mêmes motivations et les mêmes attentes, leur admission est subordonnée à des critères rigoureux, dans un contexte de forte demande et où les personnes vivant avec handicap vont bénéficier de chambres adaptées à leurs conditions. Le directeur du CROU prend la situation du handicap comme un problème personnel. Donc, il est à nous de faire effort pour étudier. La ville est difficile et pour les étudiants qui vivent dans la cité, cela va réduire les dépenses d'un étudiant parce que les cités ne sont pas loin des amphis et voilà. Il aura aussi la sécurité puisque tout se fera maintenant sur le site universitaire. Un règlement intérieur pour réguler la vie en cité est déjà élaboré d'un commun d'accord entre les étudiants et la direction du CROU de Korogo. Au niveau hébergement, tout est fin prêt. Reste l'aménagement extérieur en cours d'achèvement et la construction des aires de jeu et terrains de sport. La vision du directeur du CROU de Korogo est de doter l'université Peleforogon Coulibaly d'un village universitaire et ce qui se fait au quotidien constitue le premier pas de ce grand voyage. Nous espérons que dans un bref délai, ils vont achever les travaux. Il faut aussi augmenter en termes de capacité d'accueil le nombre de chambres parce que nous sommes nombreux à Koro et c'est la première fois que nous sommes en train de rentrer en possession des cités universitaires et nous espérons que d'autres chantiers vont commencer à nous permettre d'avoir en tout cas assez de chambres. En attendant que vienne le grand jour, l'ouverture officielle de la cité universitaire de Korogo, les étudiants interpellent les autorités universitaires et le directeur du CROU de Korogo pour annihiler toute velléité de contrôle de la cité par les syndicats d'étudiants dans leur guerre de leadership. Et en attendant l'ouverture de cette cité dortoir, nous revenons dans la capitale économique ivoirienne où une grande opération de déguerpissement et de nettoyage a été menée la nuit dernière sur le boulevard Nangui à Progua dans la commune d'Adjamé. Nous avons tout comme vous fait le constat de la nouvelle allure de ce grand boulevard qui assure désormais une meilleure fluidité à ses usagers. Le constat de Mamadou Kouassi. Forum d'Adjamé, il est 7 heures. Cet endroit qui grouillait autrefois du monde à 7 heures est désert. Il s'est vidé de son monde habituel avec tout le dispositif pour la commercialisation à l'arraché pour ses commerçantes ambulantes. Nous ne sommes pas sur la route, sur la grande voie c'est d'accord, mais nous sommes dans le quartier. Voilà la rentrée qui est arrivée, nous on a des enfants, où on se débrouille là, tout est cassé. Comme c'est à cause du marché, si on peut se débrouiller dans les assiettes seulement, on peut mettre un peu, pour vendre matin seulement, on lui demande pardon. Dès qu'on est venu à 4 heures, on n'a pas trouvé le bagage, ils ont tout ramassé. On sait qu'on est sur la route, mais on fait comment? On n'a pas les moyens aussi pour prendre les magasins. Même décor au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé. Les étals encombrants ont été débarrassés toute la nuit. Ce tableau est le résultat de l'opération de déguerpissement et de nettoyage menée par la mairie d'Adjamé. Une opération pour assainir le boulevard Nangui à Brogua et faciliter la fluidité routière. Ce qui réjouit la population riveraine et autres usagers. Aujourd'hui, si un client vient vraiment, ça sera facile de rentrer au magasin. Vraiment, on perd nos clients parce qu'il n'y a pas de passage à Adjamé. À cause des commerçants, la route est bouchée, pour passer c'est un peu difficile. Mais ce matin, ça nous a paru un peu bizarre. Bon, on est venu, tout est libre, on circule normalement. Bon, c'est surprenant quoi. Si ça pouvait continuer comme ça. Sur le terrain toute la nuit, pour s'assurer la bonne exécution de cette décision, le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, soutient que cette opération de déguerpissement sera pérenne.
Nous avons émis une mise en demeure qui a expiré dans le mois de mars. Et nous avons, après le mois de mars, nous avons commencé à sensibiliser les commerçants par rapport à leur déguerpissement. Alors aujourd'hui, c'est ce fait, nous avons commencé l'opération qui va durer pendant 3 mois. Une brigade municipale de 300 éléments a été créée en vue d'accompagner cette opération de déguerpissement et de nettoyage. Les commerçantes ambulantes ne sont pas les seules concernées par cette opération de nettoyage et de déguerpissement. Les mini-cars, appelés communément Gbaka, sont aussi interdits d'accès au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé, désormais invités à déposer leurs clients au niveau de la gare Rennes. L'équipe municipale bénéficie du soutien du commissaire Yacinthe Oufoué, nouveau patron du 3e arrondissement d'Adjamé, engagé dans le déguerpissement du boulevard Nandia Brogua. Après cette artère principale, le boulevard Mitterrand sera la prochaine étape, la voie menant de la Liberté jusqu'à l'immeuble Mirador. Parlons des obsèques de DJ Arafat, une réunion de sécurisation pour définir l'itinéraire des fans de l'artiste a eu lieu ce jour au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Une réunion entre les ministres Sidiki Diakité et Maurice Bandama Kouakou à laquelle ont participé les membres du comité d'organisation des obsèques de DJ Arafat. Il était question des dispositions sécuritaires prises pour les 2 derniers jours des obsèques, la soirée d'hommage qui se tiendra le vendredi 30 août au stade Félix Houphouët-Boigny et l'inhumation le samedi 31 août au cimetière de Williamsville. Des précisions avec Issa Yeo. Décédé le 12 août dernier, DJ Arafat sera inhumé le samedi 31 août prochain au cimetière de Williamsville. Mais avant, le vendredi 30 août, une grande veillée aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny pour mener à bien ces 2 activités. Les ministres Sidiki Diakité et Maurice Kouakou Bandama ont échangé avec le comité d'organisation des obsèques. Au menu de la rencontre, la sécurisation des fans de l'artiste, dénommés les Chinois. Nous avons prévu des points de rassemblement et à partir de ces points, toutes les entrées seront sécurisées pour permettre à tout un chacun d'accéder à des places. Nous avons l'ouverture du stade déjà à partir de 6h du matin. À partir de 10h, nous allons commencer à accueillir tout le monde. L'animation à proprement dit démarre à partir de 16h et nous sommes au stade jusqu'à 6h du matin. Alors j'aimerais dire que le corps arrive déjà au stade entre 4h et 5h du matin, je dirais. Et nous quittons le stade à 6h du matin en direction pour le cimetière de Williamsville pour l'inhumation. Nous demandons à la population de se conformer aux mots d'ordre qui seront donnés pour que tout le monde, en tout cas tous ceux qui le souhaitent, puissent rendre l'hommage que DJ Arafat mérite. Je peux vous assurer du professionnalisme de nos hommes qui ont déjà, en moins de 2 ans, organisé les plus grandes cérémonies, activités que notre pays n'ait jamais connues, c'est-à-dire la francophonie, le sommet UE Afrique, beaucoup d'activités. Donc le professionnalisme de nos hommes s'affine à chaque manifestation. Donc le nombre de personnes à déployer sera fonction de ce que le comité va faire comme prévision. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et celui de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama, de réitérer l'appui du gouvernement dans l'organisation des obsèques de l'icône du coupé décalé. Le vaste plan gouvernemental d'électrification des villages de 500 âmes et plus en Côte d'Ivoire se poursuit. Les villages de Dodo-Assué et Yérekaye, Oualogo, à Bouna ont été raccordés au réseau électrique national et ont désormais l'éclairage public. Les cérémonies de mise sous tension électrique ont été présidées par Siaka Ouattara, le secrétaire d'État chargé du service civique. Le compte-rendu de Hermaniamia. Dodo-Assué et Yérekaye Oualogo, 2 localités de Kounfao et de Bondoukou raccordées au réseau électrique national. En initiant cette cérémonie de fête de la lumière, les populations sorties nombreuses veulent ainsi exprimer leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. C'est une grande joie et une grande fierté qui nous anime aujourd'hui. Parce qu'un rêve longtemps caressé... Pour la célébration de la fête de la lumière dans ces 2 localités, les populations ont pris pour parrain le secrétaire d'État chargé du service civique. Siaka Ouattara a profité de l'occasion pour leur demander de faire confiance au président de la République qui n'a que pour seul souci le bien-être des Ivoiriens. Chers parents, la lumière est là. Elle éclaire tout le monde, sans distinction.
Par conséquent, je profite de cette fête pour appeler à la cohésion, à l'amour et à l'entente. Malgré nos diversités politiques, culturelles et religieuses, car c'est en étant unis que nous serons forts et parviendront très aisément à réaliser toutes les autres doléances. L'électrification désormais acquise, les populations ont cependant souhaité bénéficier de châteaux d'eau, des centres de santé et le renforcement des établissements scolaires afin d'éviter aux élèves de parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école. Hors de nos frontières, dans l'actualité internationale en RDC, un nouveau gouvernement est formé 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, mais surtout 7 mois de négociations entre la coalition de Tshisekedi et le FCC, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a dévoilé la composition des ministres. 23 postes sont accordés à la coalition présidentielle et 42 postes au FCC. 76,9% d'entre ces ministres n'ont jamais été membres d'un gouvernement, a insisté le Premier ministre. Et dans le monde, le poumon de la planète, la forêt amazonienne est en feu. Le G7 réagit au drame écologique. Une aide d'urgence de 20 millions de dollars est annoncée pour lutter contre les flammes par des bombardiers d'eau et aider à la reforestation. Le G7 est tombé d'accord ce lundi sur ce volet d'aide à moyen terme. Et selon les derniers chiffres, 79 513 feux de forêt ont été répertoriés au Brésil depuis le début de l'année, dont un peu plus de la moitié en Amazonie. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain, même heure, pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir à tous.